Chérif Diop, bonsoir Chérif. Bonsoir Aram et bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, la maltraitance infantile au cœur du message de Noël de Monseigneur Benjamin Ndiaye. Selon l'archevêque de Dakar, une société qui sait prendre soin de ses enfants se forge un mental fort pour mieux s'occuper des plus petits, des plus faibles et des plus pauvres. Vous l'entendrez dans ce journal. L'actualité de ce mardi, c'est aussi l'arrestation de 11 personnes à Mbour suite aux affrontements entre forces de l'ordre et pêcheurs hier. Malgré les mesures d'apaisement du ministre de la Pêche, le projet de construction du quai est toujours rejeté. Après l'électricité, l'eau, source de colère des populations, une hausse sensible est constatée sur les récentes factures de la SDE. C'est l'incompréhension totale chez les usagers, à suivre notre reportage. Voilà pour le sommaire et tout de suite le développement. Mais d'abord, très joyeux Noël à toutes et à tous. Le chef de l'Église a livré son traditionnel message de Noël. Monseigneur Benjamin Ndiaye a axé son message sur les droits des enfants cette année. Selon lui, il est temps que l'État traduise ses bonnes intentions en actes pour mieux s'occuper des tout-petits. Que les enfants qui grandissent ne soient plus maltraités, exploités, violés, mais éduqués avec amour et tendresse pour qu'ils puissent s'épanouir pleinement. Il est grand temps pour notre pays de dépasser les actions symboliques pour oser mettre pleinement en pratique nos bonnes intentions à l'égard des enfants. Car une société qui sait prendre soin de ses enfants se forge un mental fort pour mieux s'occuper des plus petits, des plus faibles et des plus pauvres. Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Affrontement à Mbour le jour d'après, 11 pêcheurs arrêtés et déférés au parquet suite aux événements d'hier. Sur place, malgré le dialogue initié par le ministre de la Pêche, la construction du quai n'a pas encore l'adhésion de tout le monde. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. C'est le calme plat au quai de pêche de Mbour. Il n'y a aucune force de l'ordre sur place. Les pêcheurs continuent de ranger leurs pirogues et les dégâts sont visibles au quartier TFS et environ. Aujourd'hui ça va, d'ailleurs on est à la recherche de l'eau, donc c'est le calme. Ces pêcheurs trouvés sur place se réjouissent d'abord de la suspension du projet du deuxième quai de pêche et prônent pour le dialogue. Les jeunes n'ont pas de problème, il y a juste un manque de communication sur ce projet. Personnellement, je ne peux pas vous dire que c'est une usine qui est prévue ici ou si c'est un quai de pêche. Donc il y a un problème de communication. Ce qu'il faut dire, les discussions restent une solution et ça doit se faire dans le respect des uns et des autres. D'autres par contre campent toujours sur leur position, ils ne veulent pas de ce projet. Coupez court, on ne veut pas de ce projet. S'ils veulent, ils n'ont qu'à le délocaliser. Mais on ne compte pas céder ce site car plusieurs activités se tiennent ici. Actuellement, 11 personnes arrêtées ont été déférées ce matin. La police, elle aussi, dénombre quelques blessés. Merci Abdourahmane. Selon le mouvement Frappe, la réforme annoncée du franc CFA est un hold-up organisé par la France. En conférence de presse, le mouvement annonce également une plainte pour diffamation contre l'un des membres du mouvement des étudiants républicains. Magatou Diallo et Diafaraba. L'annonce de la circulation prochaine de l'écho a fait l'effet d'une bombe au Sénégal. Le mouvement Frappe France dégage en colère par Donald Duck. Qu'est-ce que la France et la Côte d'Ivoire
je dirais même Alassane Ouattara a fait. Ils ont fait un hold-up contre l'ECO de la CEDEAO, parce que l'ECO est un projet de monnaie unique de la CEDEAO qui appartient à 15 pays. Aujourd'hui, seulement 8 pays de l'UEMOA vont prendre comme monnaie l'ECO. Et ils disent, ce qui est absolument faux, ils disent que les autres pays, c'est-à-dire les autres pays qui sont dans la CEDEAO, vont rejoindre après. C'est absolument faux. L'indépendance économique et monétaire n'est pas encore actée. L'indépendance économique et monétaire sera actée dès lors que les pays de la CEDEAO, par exemple, commencent par le fédéralisme budgétaire et ensuite vont dans un projet de monnaie unique africaine. Les membres de Frappe France Dégage comptent également déposer une plainte pour diffamation ce jeudi contre un des membres du mouvement des étudiants républicains. Oui, nous avons annoncé une plainte contre un jeune du nom de Kalewad, un jeune de l'APR qui s'avère être le porte-parole du mouvement des élèves étudiants républicains, qui fait partie du parti APR. Donc, il a dit clairement à la télévision que nous utilisons de l'argent sale. Alors nous n'allons pas accepter que certaines personnes, que certains citoyens sénégalais puissent dire de telles choses sur nous. Parce que nous savons tous ceux qui utilisent l'argent sale au Sénégal. Les membres du mouvement insistent, le combat contre la France et ses actions jugées déloyales envers l'Afrique doit engager tout un chacun. Nombreux d'entre vous ont eu la mauvaise surprise de recevoir une facture d'eau un peu plus chère que d'habitude. Après la hausse du prix de l'électricité, certains Sénégalais dénoncent une hausse sensible de l'eau. Déjà, la distribution est source d'anxiété, s'y ajoutent des factures jugées exorbitantes, de quoi exaspérer les clients que nos reporters ont rencontrés. Aïssatou Gueiba et Pape Sangoudé Mbaye. Cet homme ne semble pas apprécier le service de la Sénégalaise des eaux à l'agence de la SDE de Yoff. Ils sont venus en masse pour se plaindre des factures d'eau jugées chères, un coût qu'ils n'avaient pas l'habitude de payer. Ça fait 2 mois que je reçois 300 et quelques mille francs de facture, alors que c'est sûr que je n'ai pas consommé cela. Vraiment, on ne sait plus ce qui se passe dans ce pays. Am salaire 150 000, ñu indi la facture ndox kese 160 000 fan nga jëm di nga dee. waaw avant sama facture bu jëkkoon maa ngi daan fay juróomi téeméer léegi nag maa ngi fay junne nangam. Comme pour expliquer cette inflation, les agents de la SDE donnent plusieurs arguments à leurs clients à l'origine des défaillances qu'on pouvait éviter. Étonnage lañ defoon benn passé ñu xool ko 16 500 lañ ma mujj waa remboursé ñoom ñoo juum buñ quoi man xaw ma dafa am fuite xaw ma day senn man maa mënul comprendre. ñu ne la da ngay changer sa compteur ou bien nga woo sa. Pour te donner la solution ou le remède, ils te disent de changer ton compteur. dara nga changer compteur beneen facture ñëw gën a seer. dañoo yokk ndox bi te waxuñu population bi loolu moo am. En attendant des solutions, ces clients continuent de subir les conséquences de cette hausse. Ils demandent l'intervention de l'État pour atténuer ce qu'ils qualifient de supplice. Mais actuellement, non, mu jàpp si tamit quoi mu jéem a wàññi ndox bi wàññi courant bi parce que moom mu ngi nii di jéem a yokk waa courant bi gars yi ñoo ngi kaas mais tamit ndox bi ni si boppam dañ cee war a wax wala. ma mayoon dégg mu jël waaw. Que l'État du Sénégal nous aide en parlant de ce problème. Une facture qui était à la base à 35 000 pour augmenter jusqu'à 160 000 francs ou 200 000, vraiment, c'est pas normal. Après la hausse du prix de l'électricité le 1er décembre dernier, ces consommateurs rencontrés ne digèrent pas celle du prix de l'eau. Ils demandent plus de tolérance dans la distribution de ces besoins vitaux. Les populations du lac de Guiers ont manifesté leur colère suite au manque d'eau noté dans beaucoup de villages autour du lac. Une situation qui irrite les habitants de Nguit, c'est toujours dans la zone, et pourtant l'usine qui alimente des millions de Sénégalais est installée dans la commune. Reportage Ousseinou Diop et Habib Seik. À Nguit, où l'usine du lac de Guiers est implantée, les populations ont crié le ras-le-bol et réclament de l'eau potable. Nous allons fermer l'usine. Nous ne pouvons plus admettre cette injustice. Nous sommes tout près de l'eau et nous n'en bénéficions pas. L'usine est installée ici à Nguit depuis plus de 50 ans, mais aux yeux des manifestants, seules les autres localités du pays en bénéficient. Si 1969,
Depuis 1969 jusqu'à présent, cette usine est là. C'est plus d'un demi-siècle de soif et d'injustice. Les femmes se réveillent à 4 heures du matin et font plus de 4 heures de temps à la recherche du liquide précieux. Alors ça suffit. C'est paradoxal. Cette usine fait partie des premières au Sénégal et nous, on peine à avoir de l'eau. Ça devient une routine d'aller chercher de l'eau chaque jour. Le maire de la commune reconnaît ce problème et parle de la politisation de cette affaire par les opposants. Dans la commune, il y a des villages qui n'ont pas d'eau, ça c'est vrai. Mais l'État est en train de faire des efforts pour régler ce problème. Mais l'affaire est politisée. Les opposants en profitent pour critiquer notre gestion. Le manque d'eau à Nick est un véritable contraste. Après cette manifestation, les populations du lac de Guiers promettent de remettre ça si d'ici quelques jours, la situation perdure. Merci Ousseynou. Santé, assistance médicale partout, une possibilité avec la portabilité des soins. Les adhérents des mutuelles de santé peuvent pousser un ouf de soulagement. Désormais, avec la politique de la portabilité des soins, ils pourront se faire soigner partout où il y a une mutuelle de santé. Les barrières qui les empêchaient de se faire soigner ailleurs qu'au niveau de leur circonscription sont levées. Kaolack enregistre déjà 80% de taux d'application. Ibrahima Diamé et Falikaï. La portabilité des soins bouscule les frontières des mutuelles de santé et élargit la carte sanitaire des adhérents. Avec cette politique, les mutualistes pourront voyager avec tous les avantages que leur confère leur carte d'adhésion. D'abord, ce qu'on appelle portabilité des soins, déjà c'était une demande des populations. Une demande des populations en se disant que quand je voyage, je ne peux pas faire la continuité des soins. D'autant plus que nous avons dit qu'il y a une généralisation des mutuelles. Dans toutes les communes du Sénégal, partout où tu te trouves, il y a une mutuelle de santé. Et dans la région de Kaolack, il y a une généralisation totale des mutuelles de santé au niveau de chaque commune. Donc c'était intéressant vraiment d'appliquer la portabilité des soins. Et cette portabilité des soins permet à ces populations, partout où tu te trouves, quand tu tombes malade, tu es pris en charge par la mutuelle de santé. Il était question de faire l'état des lieux de cette politique au niveau de la région de Kaolack où elle a été initiée. Elle se trouve à 80% d'application selon la présidente et l'objectif c'est de la généraliser au niveau national. Il faut toujours un démarrage, une phase test pour pouvoir alimenter le niveau national. Et je crois que la région de Kaolack sera un exemple pour pouvoir alimenter la portabilité au niveau national. Une rencontre d'échange et de sensibilisation entre acteurs des mutuelles de santé a été tenue afin de vulgariser au mieux cette politique qui vient élargir le champ des avantages qu'offrent les mutuelles de santé. Merci Ibrahima. Retour à Dakar pour parler des lenteurs de la délocalisation du marché Sandaga. Les commerçants se disent prêts à quitter les lieux. Des sommations sont reçues depuis le mois de mai et une discussion est en cours entre le préfet et les délégués du marché. Mais ces pourparlers sont au point mort selon les commerçants. Reportage Habib Faye et Ababakar Kamara. Sa délocalisation annoncée depuis mai 2019, le marché Sandaga est loin d'être démoli. Créé en 1935, il a vu naître beaucoup de générations de commerçants. Mais aujourd'hui, beaucoup sont impatients d'avoir un bel cadre de commercialisation. Je souhaite vraiment la réflexion de ce marché. Le rendre moderne, ce serait une belle chose. Personnellement, cela me fera beaucoup plaisir. Aujourd'hui, je suis prêt à quitter le marché s'il me trouve un autre lieu de vente adéquat. À mon avis, il faut qu'on essaie de trouver un consensus entre les autorités et les vendeurs. Une discussion est en cours avec les autorités administratives. Toutefois, les commerçants réclament un recasement avant démolition. Il y a des gens qui ont passé plus de 50 ans quitter le lieu sans autant leur trouver un recasement. C'est injuste. Nous continuons nos activités. Jusqu'à présent, nous n'avons pas tenu de réunion avec nos délégués. Les sommations ont été distribuées à certains commerçants, mais nous appelons l'État à dialoguer. Il y a eu une discussion entre le préfet et nous les vendeurs. Mais ce qu'on peut dire, c'est que
Nous n'avons pas avancé sur les points évoqués. L'État, pour sa part, opte pour le mutisme. Je ne parlerai pas de ça. Je dis que ça, il faudra vous rapprocher du ministre de l'Urbanisme, il vous en dira plus. Mais est-ce que le site est prêt? Je ne vous dirai pas. Rapprochez-vous du ministre. C'est le ministère qui gère ça. Ce renvoi s'explique par le retard dans l'aménagement des sites de recasement, centre commercial d'Ilimbay et champ de course. Le marché Sandaga sera complètement rasé et reconstruit. Le projet de 10 milliards de francs CFA, financé par l'État du Sénégal, est constitué d'une part d'un bâtiment historique reconstruit avec une mezzanine et un parking en sous-sol, un rez-de-chaussée, un niveau supérieur et une terrasse. Merci Habib. Et en attendant, Médina refait peau neuve à travers l'initiative Dakar Ville Propre. Médina, avec son maire, compte nettoyer toutes ses artères. Le programme Médina Propre va se dérouler durant tout le mois de janvier pour rendre propre le quartier. Le lancement a eu lieu ce mardi. Reportage Fat Bintou Conté et Mohamed Djeng. C'est sous les rythmes endiablés de Mbaye Faye que l'opération Médina 7 a démarré, une initiative de la ville de Dakar déroulée par les maires des différentes communes. C'est une initiative qui date de l'année dernière puisque nous l'avions dit dès le début du mandat. Et depuis lors, nous travaillons avec un comité qu'on a installé avec les services de l'État, la ville de Dakar, un comité de salubrité, de mobilité et de sécurité qui se réunit tous les mercredis pour initier des programmes avec les populations. Dakar Ville Propre, un programme de la mairie de la ville pour redonner à la capitale son lustre d'antan. J'espère, je souhaite que cette initiative de M. le maire Bamba Fall fera tache d'huile dans Dakar. Parce que si toutes les communes font comme le maire a fait, je pense qu'on aura une ville très propre. Nous, tous les maires de Dakar, nous avons cette volonté. Nous y travaillons et je pense que cet exemple va servir de locomotive pour les autres communes. Parce que si on réussit une telle chose dans la Médina, les gens voudront faire la même chose et Dakar sera très propre. Médina ne compte pas déroger à la règle. Avec son maire, le quartier compte refaire peau neuve. L'opération cette année consiste au niveau de la Médina à faire les 33 mosquées, les nettoyer. Nettoyer l'ensemble des écoles de la Médina, les grandes artères, les églises, le marché Tilène et l'ensemble des sites qui regroupent pas mal de personnes déjà propres. Je vous dis que l'ensemble des artères, toutes les grandes artères sont pavées, il n'y a plus de sable. La ville de Dakar et par retranchement, ces différents quartiers vont se lancer dans une vaste opération de nettoiement, une des résolutions phares de la mairie de la grande ville. Merci Fat Bintou. Après le lancement de la plateforme d'inscription au projet de 100 000 logements, le ministère de l'Habitat, du Logement et de l'Hygiène publique fait le point. Face à la presse, le directeur général de la construction et de l'habitat annonce 50 000 inscrits déjà sur la plateforme, avec la région de Dakar qui arrive en tête avec 30 000 inscrits, suivi de la région de Thiès. Ousmane Ouad, directeur général de la construction et de l'habitat, interrogé par Ousseynou Thiam et Ahmadou Bambassand. Le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a lancé vendredi dernier la plateforme d'inscription au projet des 100 000 logements. Au jour d'aujourd'hui, donc, nous avons enregistré presque la barre des 50 000 inscrits, répartis principalement dans la région de Dakar, où nous avons plus de 30 000, suivi de la région de Thiès et les autres régions donc de l'intérieur. À l'extérieur, nous avons la France qui arrive en tête avec 800 et quelques inscrits. Donc en 3 jours, retenez que nous avons atteint donc la barre des 50 000 inscrits. Mais je rappelais que l'inscription est la première étape du processus d'acquisition du logement dans le cadre du projet des 100 000 logements. Après l'inscription, suivra l'éligibilité parce que des critères ont été établis au nombre de 3. Être 1 de nationalité sénégalaise, 2 avoir un revenu inférieur ou égal à 450 000 et 3 n'avoir jamais été propriétaire, ce que nous appelons être un primo-accédant. Et venons-en à notre reportage fin d'année. Les fêtes, les préparatifs de fin d'année se font ressentir dans le chiffre d'affaires de certains. Les fêtes font l'affaire de certains métiers, des domaines insoupçonnés comme la cordonnerie et la vulcanisation. Illustration dans ce reportage de Ibou Diouf et Mohamed Djeng.
Ce cordonnier est dans l'ambiance des fêtes. Sa clientèle a augmenté, un impact positif sur son chiffre d'affaires. Nous sommes en période de fin d'année. On a senti une vraie évolution. On a plus de clients. Je pense que c'est l'effet de la fête. Pour ce vulcanisateur aussi, les temps ont changé. Les fréquences de déplacement occasionnent des pannes, ce qui fait l'affaire de ces professionnels. À l'approche des fêtes, les véhicules sortent des garages. Il faut parfois quelques petits réglages pour pouvoir circuler. De même que les jeunes qui se déplacent en moto. Fête de fin d'année, cordonniers ou vulcanisateurs parlent d'une sorte de traite en attendant l'arrivée d'une nouvelle année. C'est la période aussi pour changer de pneus. D'autres viennent pour vérifier leurs pneus. Ces derniers jours, je descends tard. La clientèle est variée. Je reçois des hommes et des femmes. Ça marche plus ou moins. Plus d'occupation pour augmenter les recettes, une autre manière de finir l'année en beauté. Merci beaucoup Ibou, et retour justement sur la journée de l'artisanat célébrée à Ngaye Mékhé, ville célèbre pour ses chaussures fabriquées par de vaillants cordonniers. Là-bas, l'artisanat nourrit des milliers de familles, vous allez le voir dans ce sujet de Cheikh Anta Diop et Seila Tir. La capitale économique du Kayor a accueilli tous les artisans du Sénégal à l'occasion de la célébration des journées de l'artisanat, une occasion saisie par le maire de Mékhé et les artisans de présenter les œuvres conçues par ces artisans de Mékhé. Tous ont félicité les efforts consentis par le chef de l'État pour doter ces artisans d'un centre d'exposition et de commercialisation artisanale. L'ami de la ville de Mékhé est venu ici le 22 décembre 2014 célébrer la journée nationale de l'artisanat. Il avait promis de prendre à cœur les problèmes de développement de l'artisanat dans Mékhé et environ. Et il avait promis de construire ce centre d'exposition et de commercialisation artisanale. Aussitôt rentré à Dakar, il a envoyé les équipements de près de 300 millions de francs CFA. Et les gens avaient dit, c'est un éléphant blanc. Comment peut-il construire quelque chose en envoyant des équipements et on n'a rien vu? Aujourd'hui, le CK existe, le matériel qui était venu en premier est en magasin en attendant de construire l'usine de fabrication des matériaux et matières de pose et cuir de la ville de Mékhé. L'artisanat, un secteur d'activité à ne pas négliger. Selon le maire de Mékhé, l'artisanat nourrit bien son homme à Mékhé. Il mérite d'être soutenu. L'artisanat est un levier de la croissance qui apporte plus de 6% au PIB national et qui occupe près d'1 million de personnes dans ce pays de 16 millions d'habitants. Dans son programme 535, l'artisanat qui va contribuer à avoir une croissance largement partagée dans le pays permettra d'augmenter l'extension du réseau électrique. Ngaye Mékhé et environ des milliers d'hommes et de femmes travaillent dans le secteur de l'artisanat. Des chaussures, sacs, paniers et autres accessoires sont exportés à l'étranger. Très jolie et bonne chaussure à Ngaye Mékhé. Merci beaucoup, Cheikh Anta. Sur l'international en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro dénonce une brutalité inacceptable des forces de l'ordre à l'encontre de ses partisans quelques heures après l'émission du mandat d'arrêt international à son encontre. Les réactions contrastées sur le continent après l'annonce de la réforme du franc CFA. Et dernière nouvelle, selon le New York Times, les États-Unis envisagent de se retirer militairement en Afrique de l'Ouest. Khadijatou Goro. De ses acolytes, Guillaume Soro échappe au guet-apens d'Abidjan. Selon les autorités ivoiriennes, l'ex-président de l'Assemblée avait la permission d'atterrir, mais il a préféré se rendre au Ghana. Juste quelques minutes après un mandat d'arrêt international officiel est rendu pour détournement du denier public. Prévenu à temps par un puissant réseau d'infiltration, Guillaume Soro savait qu'il serait arrêté une fois à terre. Des tops et des personnes infiltrées au sein de l'armée, de la justice et des cercles de décision ont permis à Guillaume d'échapper à une arrestation toute faite ce 23 décembre.
Aux dernières nouvelles du Ghana, l'avion de l'ex-chef du Parlement ivoirien a atterri en Espagne. Les réactions divergent sur le continent après l'annonce surprise des présidents français et ivoiriens d'une réforme de la monnaie instaurée en 1945. De nombreux économistes africains perplexes avec le passage du franc CFA à l'éco en Afrique de l'Ouest. Le fait de surprise de l'annonce commune d'Emmanuel Macron et du président ivoirien Alassane Ouattara a engendré des réactions contrastées. Pour certains, une semi-révolution, donc une avancée réelle. Pour d'autres, ils y voient une réforme cosmétique, la continuité d'une servitude monétaire, voire une arnaque politique. Les États-Unis ambitionnent de se retirer militairement d'Afrique de l'Ouest. Le Pentagone, selon le New York Times, envisage de réorienter ses forces vers de nouvelles priorités, Chine et Russie. Une telle décision ne devrait pas intervenir avant janvier. Selon le New York Times, pour l'instant, le sujet est débattu en interne au ministère de la Défense dans le cadre d'un redéploiement général des troupes américaines. Khadija, et puis un mot de sport, basket, l'équipe nationale masculine de basket du Sénégal sera peut-être confiée à un entraîneur étranger. L'annonce est faite par le président de la Fédération sénégalaise de basket, Maître Babacar Ndiaye, qui ne cache pas son envie de voir le DTN Moustapha Gueye sur le banc des Lions. Suivons-le avec nos confrères d'IGFM.sn. Moi qui choisis les entraîneurs, je peux demander à Tafa Gueye en tant que directeur technique, moi en tant que président, au lieu de choisir un entraîneur, entraînez vous-même les filles. Par contre, lorsqu'il s'agira de choisir un autre entraîneur pour une autre équipe comme les garçons, la proposition doit venir de Tafa Gueye. Maintenant, on va en discuter pour trouver en fait une décision définitive. Donc, sa nomination n'est pas encore officielle. Maintenant, j'attends de recevoir son arrêté de nomination pour discuter, pour voir avec lui. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de commentaires sur un entraîneur local ou un entraîneur étranger. Moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. Je constate simplement, moi, en tant que président de fédération, qu'aujourd'hui, les deux derniers Afro-Basket, en garçons et en filles, ont été gagnés par des entraîneurs étrangers. Il faut réfléchir pour voir si le meilleur profil pour entraîner l'équipe nationale masculine, ce qui n'est pas simple à entraîner, si le meilleur profil c'est un entraîneur étranger, on le fera. Et l'info continue sur igfm.sn et dans Soir d'info avec vous, Aram Touré, vous recevez le professeur Mamadou Diouf. Joyeux Noël quand même.